Quel est l'apport de l'Agence nationale pour la promotion des investissements dans l'amélioration du climat des affaires? L'ANAPI joue-t-elle bien son rôle pour attirer les investissements dans le pays? Tentative de réponse avec son directeur général, le professeur Mathias Boaboa Kayembe, est l'invité de la rédaction. Monsieur Boaboa Kayembe, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes professeur d'université et directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. Qu'est-ce l'ANAPI? Bon, l'ANAPI, c'est un établissement public créé par l'État congolais pour promouvoir le Congo, c'est-à-dire pour attirer les investisseurs étrangers vers le Congo, et également pour susciter la vocation d'investisseurs dans le chef des Congolais, de telle sorte qu'on puisse arriver à produire des biens et des services au Congo, à faire circuler ces biens et ces services, c'est-à-dire les amener dans les marchés, de telle sorte également que ces biens reviennent moins chers à la population. Et comment fonctionne-t-elle? Bon, elle fonctionne, elle cherche à faire, à donner le meilleur d'elle-même pour être utile à la population congolaise. Monsieur le professeur, vous en tant que DG, qu'est-ce que vous faites pour attirer les investisseurs? Bon, ce que je fais, c'est-à-dire que je dirige un groupe de gens, il y a à peu près 40 personnes. Je suis en train de diriger ce groupe de gens. Nous avons des gens qui sont chargés notamment du marketing. Nous sommes un service de marketing et c'est la direction qu'on appelle promotion des investissements, dont le rôle est de pouvoir parcourir le monde pour parler avec les gens et leur dire que le Congo est un pays d'investisseurs et qu'ils puissent venir. Nous avons également un service qui est là pour accorder des incitations ou bien des exonérations fiscales et douanières aux investisseurs afin de faciliter leur installation au Congo. Nous avons également un service dont le rôle est de recevoir les investisseurs, de les aider à pouvoir développer leurs affaires au Congo, de les aider à créer les sociétés, de les aider à avoir des partenaires au Congo. Donc c'est tout un système avec un organigramme que moi je suis appelé à animer au jour le jour, à diriger, à animer pour que ça aille de l'avant au profit du Congo. Je pense que vous avez pu voir que grâce à ce marketing, il y a aujourd'hui dans notre pays beaucoup de banques qui sont venues. Il y a dans notre pays beaucoup de constructions qui sont en train d'être réalisées. Il y a également beaucoup d'industries, beaucoup d'usines qui ont été mises en place, qui ne sont peut-être pas visibles, mais qu'on peut voir facilement dans des quartiers comme Limete, comme Kingabwa. Vous savez que quand nous avons commencé ce travail, des quartiers comme Kingabwa, Limete, il y avait des entrepôts qui étaient vides. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'entrepôts vides. Chaque jour, il y a des gens qui viennent chercher des entrepôts pour y mettre des usines. Donc, ce que je fais pour le Congo, c'est donner le meilleur de moi-même pour que le travail de production, le travail de circulation des biens puisse se faire de la manière la plus harmonieuse possible. Bien entendu que pour faire ce travail-là, il faut aussi que le climat des affaires soit bon. Parce que le préalable pour faire un bon travail des investissements, il faut le faire dans le cadre d'un bon climat des affaires. Puisque vous évoquez le climat des affaires, à quel niveau l'ANAPI est-elle impliquée pour l'amélioration du climat des affaires, justement? Non, l'ANAPI est impliquée, disons, à 100%. C'est-à-dire c'est la première stratégie, c'est la première démarche d'une agence pour la promotion des investissements. Disons que nous sommes un service qui est là entre l'État et le secteur privé. Nous devons faciliter le dialogue entre l'État et le secteur privé. Nous sommes un service qui est là pour écouter ce que les hommes d'affaires disent et le transmettre au gouvernement, dans l'espoir que le gouvernement va en tenir compte, va corriger ce qui ne va pas, de telle sorte à permettre aux hommes d'affaires d'être opérationnels. Donc c'est à ce niveau-là que nous intervenons. C'est vraiment notre travail de tous les jours. Nous faisons des relances au service du gouvernement, au service étatique, pour les amener à changer le climat des affaires et permettre finalement de développer les affaires dans notre pays, ce qui va favoriser disons,
la création des emplois, qui va permettre de lutter contre la pauvreté et qui permettra aux Congolais de mieux vivre que pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés dans cette histoire du climat des affaires, mais le service, le noyau dur est constitué par l'ANAPI qui doit envoyer des impulsions dans toutes ces directions-là pour permettre qu'on puisse aller de l'avant. Pour permettre qu'on puisse aller de l'avant, est-ce que l'ANAPI joue parfaitement son rôle, monsieur le DG? Il n'y a personne qui peut dire qu'il joue parfaitement son rôle. Nous sommes des êtres humains, donc nous avons nos faiblesses aussi. Jouer parfaitement son rôle, c'est être mis dans des conditions pour jouer parfaitement son rôle. Et les conditions pour jouer son rôle, c'est avoir la logistique nécessaire, c'est avoir les moyens financiers nécessaires et obtenir l'écoute nécessaire de la part de tout le monde que j'ai cité là. Je ne dirais pas que toutes ces conditions sont réunies, mais ce que je peux dire, c'est que nous faisons le meilleur de nous-mêmes pour ne pas décevoir les autorités qui nous ont nommés et qui nous ont mis en place à l'ANAPI. Nous faisons le meilleur de nous-mêmes, tout en sachant que nous sommes des êtres humains. Certainement que ce que nous faisons a des failles quelque part, mais il faut que les aspects positifs de notre travail puissent, disons, être plus importants que le négatif qui peut aussi apparaître dans ce travail-là. Vous dites que toutes les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce qu'il faut? Ah bon, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il ne nous appartient pas de pouvoir ériger des murs de lamentation pour nous plaindre. Ça ne sert à rien. Je crois que si tout le monde passait son temps à se plaindre, ce ne serait pas intéressant. Mais je crois quand même que ce qu'il faut, c'est que nous puissions être dans des conditions telles que nous puissions faire notre travail mieux que maintenant. Et si ces conditions ne sont pas réunies, ce qu'il faut, c'est continuer à espérer. C'est tout. Quel est le critérium qu'il faut remplir pour bénéficier de l'appui de l'ANAPI? Ah oui, il y a les conditions qui sont prévues par le Code des investissements. L'article 8 du Code des investissements, qui donne les conditions suivantes. La première, il faut créer une société au Congo. La deuxième, cette société doit disons, envisager un projet d'investissement dont le montant pour les petites et moyennes entreprises va de 10 000 à 200 000 $. Et pour les sociétés d'autres entreprises qui ne sont pas petites et moyennes entreprises, le coût de l'investissement doit être au-delà de 200 000 $. Troisième condition, il faut s'engager à respecter la réglementation en matière de protection de l'environnement en RDC. Quatrième condition, il faut s'engager à introduire des Congolais qui vont travailler dans votre projet, à les former et à les introduire à des tâches de direction. Dernière condition, il faut que votre projet puisse comporter une valeur ajoutée de 35%. Donc, sur base de toutes ces conditions-là étant réunies, il faut déposer à l'ANAPI une demande d'agrément avec en annexe la liste des équipements que vous voulez importer pour les mettre en place dans notre pays. Et laquelle liste va bénéficier de l'exonération douanière, ces équipements qui vont entrer dans notre pays sans payer les droits de douane, afin de faciliter finalement l'implantation au pays des équipements qui sont nécessaires pour la production des biens et des services. À quel niveau se situe la différence entre les conditions qu'un étranger, un investisseur étranger peut remplir et celui congolais? Bon, il n'y a pas de différence. Le Code des investissements n'établit pas de différence entre les conditions d'un étranger et d'un Congolais, parce que le Code des investissements établit plutôt le principe de l'égalité de traitement entre tous les investisseurs étrangers et congolais. Je sais que c'est une question cruciale, mais je crois que le Code des investissements a privilégié le fait que nous devons avoir des unités de production dans le pays, quelle que soit la personne qui crée cette unité de production.
dans un premier temps. Nous devons avoir des unités de production qui donnent des emplois à la population, quelle que soit la personne qui a créé ça. Mais je pense que la différence, le traitement différentiel viendra lorsqu'on aura par exemple des banques de développement. On aura des banques de développement ne pouvant donner des crédits qu'à des Congolais. Pour le moment, ces banques-là n'existent pas encore, ce qui fait que finalement les Congolais sont dans une situation qui n'est pas privilégiée par rapport à des étrangers. Parce que les étrangers, ils peuvent aller chez eux, prendre un crédit dans une banque et venir investir. Et les Congolais n'ont pas ici une banque de développement qui peut leur donner un crédit pour investir. C'est des propositions que nous avons faites au gouvernement pour qu'on puisse créer urgemment une banque de développement ici, une banque de développement du type Sofidé, et puis une banque agricole, et puis une banque d'habitat pour pouvoir promouvoir ces secteurs-là grâce à l'activité des Congolais. Et que diriez-vous, professeur, à ceux qui reprochent la RDC d'une certaine administration lourde dans le processus de l'implantation d'une entreprise? Bon, l'administration congolaise est lourde. Ce n'est pas seulement dans le processus d'implantation des sociétés. D'ailleurs, dans le processus d'implantation des sociétés, cette année ici, 2010, des efforts ont été fournis pour réduire. Avant, il fallait 13 formalités pour un coût qui atteignait même $3 000 pour créer la société. Mais si vous allez dans le pays voisin de l'Est, là-bas, on crée une société en un jour pour un coût de $40, $50. Mais chez nous, on allait jusqu'à 3 000. Aujourd'hui, on a réduit à 6 formalités pour un coût de à peu près $1 200. C'est toujours beaucoup. Mais ce n'est pas la lourdeur de l'administration congolaise, ce n'est pas seulement en ce qui concerne la création des sociétés. C'est également en ce qui concerne l'importation de marchandises, l'exportation de marchandises. Or, tous les pays se battent pour exporter au maximum, produire des biens et les exporter. Mais amener une marchandise dans notre port de Matadi, c'est la croix et la bannière. L'administration est lourde également pour des choses comme l'obtention d'un visa d'entrée au Congo. C'est très, très difficile et ça coûte cher aussi. L'administration est lourde à travers toutes sortes de tracasseries. Donc je crois qu'on a hérité d'une administration de la Deuxième République qui a été mise en place pour réprimer la population, pour réprimer les hommes d'affaires. Il faut changer maintenant la mentalité de la population. Ça doit être maintenant une administration de développement, dont le rôle doit être non pas de mettre des entraves, mais de pouvoir aider à accompagner les gens pour qu'ils aillent de l'avant. Et qu'est-ce que le professeur Boaboa peut proposer pour éliminer cette lourdeur? Oui, mais le professeur Boaboa, il a beaucoup fait de discours. J'ai fait beaucoup de discours le temps que j'ai passé à la NAPI. Mais à un certain moment, on se voit en train de crier dans le désert. Parce que ne croyez pas que les gens qui sont en train de vivre de leur lourdeur, ces lourdeurs-là, et ces multiplicités de taxations et ces lourdeurs, ça sert quelques personnes. Donc c'est de la corruption, tout simplement. Ce n'est pas pour rien qu'on crée une confusion quelque part. Ces confusions, ça profite à certaines personnes. Et ces personnes ne sont pas prêtes à changer. Mais je pense quand même que il faut aussi féliciter le gouvernement pour ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est beaucoup. Mais il faut le dire que le travail est encore immense. Le travail est encore immense pour que les agents de l'État puissent faire un travail qu'on peut appeler travail zéro faute, travail rapide. Parce que dans les affaires, le temps, c'est de l'argent. Il y a des gens qui s'asseyent sur des dossiers pendant Aujourd'hui, pour créer une société, il faut à peu près 10 jours. Mais notre objectif, c'est d'arriver à créer une société en un jour. Et pour cela, il faut qu'on puisse supprimer beaucoup de formalités, regrouper des formalités. Et il y a des gens qui refusent sans donner la raison. Mais il faut aussi laisser faire les choses, que les gens puissent digérer la question
peut-être qu'on aura des solutions au fil du temps. Est-ce que vous entreprenez aussi des démarches pour arriver à créer une entreprise, par exemple, en un jour, comme vous avez dit? On entreprend des démarches. Comme quoi? On fait des séminaires, des rencontres, on écrit des lettres aux gens, on fait toutes sortes de propositions. Et certaines lettres, il n'y a pas d'accusé de réception, mais nous continuons à espérer. Vous avez abouti déjà à quel résultat? Le résultat auquel on a abouti, c'est déjà qu'aujourd'hui, on peut créer une société en 10 jours, alors qu'on disait qu'une société au Congo s'est créée en 6 mois. Donc si on parle de 10 jours aujourd'hui, c'est déjà un résultat. Si on dit qu'aujourd'hui, il faut $1,200 ou bien $500 pour les Congolais qui créent des établissements, c'est déjà un résultat par rapport à $3,000 qu'il fallait payer hier. Je suis sûr qu'avec le temps, on arrivera à des délais, à des montants qui sont compatibles avec une politique de promotion des investissements. Un mot sur la sécurité juridique qui réclament souvent les investisseurs. La sécurité juridique, c'est le fait pour les responsables de respecter les lois, si ce sont de bonnes lois. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes confrontés déjà à des lois économiques qui sont mauvaises. J'ai déjà parlé par exemple, l'impôt sur les bénéfices dans notre pays est de 40%. Il était de 50%. Et je pense c'est moi qui, dans un ouvrage que j'avais écrit de droit fiscal, avait plaidé pour qu'on puisse réduire à 40%. On a réduit à 40%, on s'est assis là-bas. Alors que la plupart des pays ont ramené cet impôt sur le bénéfice à 20%, à 30%. Donc, la sécurité juridique, c'est amener tout le monde, autorités et population, à respecter la loi. Amener les magistrats à respecter la loi. De telle sorte que quand quelqu'un a mis en place son investissement et qu'il y a des conflits, parce que dans les affaires, il y a toujours des conflits, ils vont au tribunal. Le tribunal va rendre le jugement avec célérité, rapidement, et donner raison à celui qui a raison, donner tort à celui qui a tort. Mais si on a le sentiment que le tribunal va donner raison à celui qui n'a pas raison, et tort à celui, donner raison à celui qui n'a pas raison, et tort à celui qui a raison, à ce moment-là, on va dire qu'il n'y a pas de sécurité juridique dans notre pays. Donc, je crois que pour arriver à la sécurité juridique, il faut faire un effort pour doter notre pays de bonnes lois en matière des impôts, en matière d'importation et exportation, en matière de création de sociétés, en matière de douane. Mais écoutez, madame, les droits de douane qui sont payés dans notre pays aujourd'hui, je ne dis pas droits de douane seulement, je dis tous ceux qui perçoivent de l'argent dans les frontières. C'est énorme. Et je ne pense pas qu'il y ait un autre pays en Afrique où on perçoit des droits comme cela. Donc on peut dire que par rapport à cela, il n'y a pas encore de sécurité juridique. Donc il faut qu'à tous les niveaux, les gens acceptent de faire des réformes pour mettre en place de bonnes lois et que tout le monde puisse se consacrer au respect de ces lois-là. Alors on pourra dire que nous sommes dans la sécurité juridique. Et si nous sommes dans la sécurité juridique, beaucoup de gens vont venir dans notre pays pour investir parce qu'ils sont sûrs que leur argent ne sera pas mis en péril. Pour le moment, les gens se posent toujours la question de savoir si leur argent sera en péril ou pas. Mais il faut relativiser aussi ce que j'ai dit en affirmant que depuis 2001, que le président Kabila est en place, des efforts énormes ont été fournis dans le cadre de la sécurité juridique. Et ces efforts énormes, parce qu'ils ont été fournis par le chef de l'État, c'est ainsi que vous pouvez voir qu'il y a de nouvelles banques, qu'il y a de nouvelles sociétés de télécommunications, qu'il y a de nouveaux hôtels, qu'il y a de nouveaux bâtiments. C'est parce que le chef de l'État s'est mis dans le processus de la sécurité juridique. Ce que nous souhaitons, c'est que ce processus soit poussé à son terme pour que nous puissions entrer dans la civilisation de l'investissement, une civilisation qui permettra à tout le monde d'avoir de l'emploi, qui permettra à tout le monde d'avoir de l'argent pour vivre dignement comme des êtres humains normaux.
Vous reconnaissez qu'il y a des problèmes qui se posent concernant la sécurité juridique. Que fait l'ANAPI en cas d'expoliation des capitaux des investisseurs? Bon, que fait l'ANAPI? L'ANAPI est un service qui doit, comme je vous l'ai dit, faire l'intermédiation entre l'État et les privés. Écouter les privés qui ont des problèmes, aller voir les services de l'État pour, disons, régler ces problèmes-là. Donc, en cas d'expoliation, je ne connais pas de cas d'expoliation des intérêts des investisseurs privés dans notre pays. À ma connaissance, non, je ne connais pas. Donc, il y a quand même un effort qui est fait, comme je l'ai dit ici, pour que la sécurité juridique puisse régner dans notre pays. Pas seulement la sécurité juridique. Il y a des gens qui, à l'extérieur, racontent des histoires qu'au Congo, oh, il ne faut pas y aller, on sera en insécurité, même physique. Mais on ne connaît pas un seul cas où un homme d'affaires on a attenté à la vie d'un homme d'affaires étranger ou national dans notre pays. Or, si vous allez dans des pays comme le Nigeria, chaque jour, on prend en otage des hommes d'affaires. On prend en otage des hommes d'affaires, on tue même les hommes d'affaires. Mais ça n'arrive pas dans notre pays. Depuis l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais porté atteinte à la vie. C'est le pays le plus sécurisant physiquement pour les hommes d'affaires, également juridiquement pour les gens. Bien entendu, si quelqu'un n'a pas un droit qui est établi juridiquement. Parce qu'il y a aussi des gens qui profitent du fait que le Congo est un pays post-conflit pour prendre des droits sans avoir rien payé à l'État, presque rien, et en prenant des droits sur des patrimoines ou bien des ressources qui sont très importantes. Donc, si quelqu'un n'a pas de droit sur un patrimoine ou sur un patrimoine foncier, etc., l'État est dans son droit de pouvoir, disons, réclamer ce patrimoine-là. Donc, on ne peut pas parler de l'insécurité dans ce cas-là. Merci, monsieur le DG. Merci, madame.